Ce soir à l'émission, le Parlement étudiant se réunit pour la 38e fois à l'Assemblée nationale. On n'aborde pas vraiment le processus avant d'adopter la loi, comment ça se passe. Et avec ou sans neige, les stations de ski tirent leur épingle du jeu. Les équipes ont travaillé très, très fort, ont fait énormément de quantité de neige impressionnante pour offrir un très beau domaine skiable. En entrevue, je reçois Dominique Claveau dans le cadre de la Semaine pour un Québec sans tabac. Cette année, en fait, le fait de voir l'impact que pourrait avoir le tabagisme sur leurs proches aussi, si jamais ils étaient malades. Je m'entretiens également avec Christelle Cornelis sur l'importance du dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Plus on peut intervenir tôt, plus on a des chances de ralentir la maladie. Enfin, Maude Loca y va de ses propositions de spectacle à l'affiche au théâtre Gilles Vigneault. C'est son premier show d'humour, de l'humoriste et drag queen qu'on peut voir vraiment partout en ce moment. Bienvenue à Accès local. Jeudi 23 janvier 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors au début de janvier, des jeunes de 18 à 25 ans se sont réunis à l'Assemblée nationale. C'était pour participer à la 38e législature du Parlement étudiant. Vous avez décidé de nous parler de ça aujourd'hui. Oui, Claude, à chaque année, du 2 au 6 janvier, 140 jeunes de partout à travers la province ont l'occasion de simuler le fonctionnement de l'Assemblée nationale du Québec. L'objectif du Parlement étudiant qui a été fondé en 1987, c'est donc de permettre à ces jeunes de mieux comprendre le processus décisionnel et démocratique qui a lieu à Québec. Et vous avez pu parler avec un des participants qui vient de la région. Oui, Claude, je me suis entretenue avec Brendan Le Rossignol sur son expérience au Parlement étudiant. Brendan est originaire de Saint-Eustache et étudie présentement au baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal et c'était sa première participation au Parlement étudiant du Québec cette année. Il nous dit quelques mots sur ce qu'il a retiré de cette expérience. C'est vraiment intéressant parce que souvent dans les cours de droit à l'université, quand on nous prépare pour le barreau et tout, on parle souvent de la loi quand elle a été déjà adoptée. On n'aborde pas vraiment le processus avant d'adopter la loi, comment ça se passe, comment c'est étudié et tout. Fait que pour ma perspective à moi, pour mon futur professionnel, je trouve ça très intéressant de justement voir l'aspect politique d'adopter des lois, comment ça fonctionne le processus. Et comment ça se déroule cette semaine-là pour les jeunes? Alors, ils sont divisés en deux partis, les bleus traditionnellement plus de gauche et les rouges dont la ligne de parti est un peu plus conservatrice. Tour à tour, les deux partis jouent le rôle de gouvernement puis d'opposition officielle. À leur arrivée en chambre, les jeunes sont assermentés comme s'ils avaient vraiment été élus par un vrai député de l'Assemblée nationale. Et durant leur tour au gouvernement, les jeunes sont confrontés à plusieurs scénarios. Chaque caucus doit gérer une crise hypothétique. Par exemple, cette année, il y a eu un faux déversement pétrolier dans le lac Saint-Pierre. Ils doivent aussi présenter un budget, un projet de livre blanc, ainsi que 3 projets de loi en lien avec leur ligne de parti sur lesquels ils ont travaillé en amont. Brendan nous en dit un peu plus à propos de ce sur quoi il a travaillé durant sa semaine à Québec. On l'écoute. Donc, admettons, chez les Bleus, on avait un projet de loi que moi, j'ai participé en commission parlementaire pour le défendre, on va dire, par rapport à l'opposition officielle. C'était sur l'achat de proximité locale. Fait que c'était des mesures pour faciliter on appelle les métiers d'antan, l'achat local, on taxait plus les grandes surfaces et les multinationales. Et il y a un autre groupe, Clara, qui tient le rôle des journalistes. Tout à fait. Le caucus des journalistes est chargé de publier des articles, des reportages et des balados sur ce qui se passe en chambre. Ils font des mails de presse et des entrevues avec les députés pour différents types de journaux et d'émissions d'information. Ça fait des grosses journées pour tous les participants. Brendan nous dit quelques mots à ce sujet. Donc, admettons, chez les Bleus, on avait un projet de loi que moi, j'ai participé en commission parlementaire pour le défendre, on va dire, par rapport à l'opposition officielle. C'était sur l'achat de proximité locale. Fait que c'était des mesures pour faciliter on appelle les métiers d'antan, l'achat local, on taxait plus les grandes surfaces et les multinationales. Le Parlement étudiant fait partie des programmes pédagogiques de l'Assemblée nationale. Le Parlement écolier, qui s'adresse à des enfants en 6e année, se tiendra le 8 et 9 mai prochain. Alors, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 février. Sur ce, Claude, je vous laisse avec un extrait de la session parlementaire de la simulation du 5 janvier dernier. Puis ça fait en sorte que toutes les personnes qui habitent dans la MRC doivent payer des taxes. Puis c'est vrai que Régent, il devrait pas payer des taxes sur son chalet. Moi, je paye pas de taxes sur mon chalet, je vois pas pourquoi lui, il devrait. Fait que c'est pour ça que on va abolir les MRC. Abolir les MRC, c'est abolir les taxes, puis ça fait en sorte que les gens qui ont des chalets, ben ils sont heureux. Merci beaucoup.
Merci, Madame la ministre. Le député d'Abitibi-Ouest en principal. Merci, Monsieur le Président. La tendance s'accélère. Des propriétaires de RPA transforment des immeubles en logements locatifs alors qu'ils s'étaient engagés à maintenir leur vocation. Que va faire la ministre pour assurer un toit au-dessus de la tête de nos aînés? Madame la vice-première ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, quand j'étais à l'opposition, il y a un citoyen qui m'a appelé. Son cousin était un aîné, il trouvait pas un logement, il était propriétaire d'un terrain. Il dit, moi, je veux le donner au gouvernement parce que je veux qu'il bâtisse une RPA dessus. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler de ski. À plus tard, Claude. Moisson-Laurentide recevra un don de plus de 23 000 $ de la part de Métro et ses enseignes Métro, Super C, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu et Brunet dans le cadre de leur 3e campagne Ensemble en santé. Ce montant permettra à l'organisme de soutenir les opérations alors que les enjeux liés à l'insécurité alimentaire et à l'accès aux produits de première nécessité ne font qu'augmenter. Cette campagne, qui vise à lutter contre l'insécurité alimentaire, permettra à l'entreprise de répondre à près de 3 millions de demandes adressées chaque mois au réseau des banques alimentaires du Québec. Le Festival Nord de Rire, événement d'humour dans les Laurentides, annonce son partenariat avec la ville de Mirabel pour ses 3 prochaines éditions. Le complexe du Val d'Espoir accueillera donc le festival jusqu'en 2027. Mirabel y voit l'occasion d'élargir son offre d'activités en intégrant de nouvelles attractions, événements culturels et loisirs en plein air pour favoriser le tourisme, encourager la culture et dynamiser l'économie locale. Avec cette entente, le festival souhaite contribuer à l'essor de la région. La cigarette peut changer votre vie en une fraction de seconde. C'est le message qui est martelé ces jours-ci par le Conseil québécois sur le tabac et la santé dans le cadre de la 48e semaine pour un Québec sans tabac qui se poursuit jusqu'au 25 janvier. Dominique Claveau, directrice générale de l'organisme, est avec nous pour en parler. Bonsoir, Madame Claveau. Bien, écoutez, je réfère tout de suite à cette publicité là, dans laquelle on aperçoit une mère de famille qui est bouleversée. Elle est dans le stationnement d'un hôpital alors qu'elle raconte au téléphone que son conjoint vient de subir un AVC. On voit ses enfants aussi. Donc, vous utilisez un symbole très fort qui est celui de la famille ou de l'entourage là, des personnes qui tombent malades à cause du tabac, en mettant l'accent sur la tristesse et l'inquiétude. Pourquoi est-ce que pour cette année, vous avez choisi cet angle-là? Campagne comme celle-là, ça fait 48 ans là, qu'on fait la semaine pour un Québec sans tabac. On va parler en fait à nos fumeurs, puis on leur demande, on teste des concepts, on leur demande qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui les touche. Puis cette année, en fait, le fait de voir l'impact que pourrait avoir le tabagisme sur leurs proches aussi, si jamais ils étaient malades, c'était quelque chose là, qui les touchait. Puis on entend souvent dire, ben moi j'aimerais ça arrêter pour mon fils. Pour voir grandir mes petits-enfants. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une motivation personnelle, mais aussi cette motivation-là des proches, c'était quelque chose qui pouvait faire pencher la balance pour décider d'arrêter de fumer. L'objectif de cette semaine-là, c'est toujours de braquer les projecteurs sur les méfaits du tabac, dont les effets sont souvent et très malheureusement irréversibles. On est habitué, nous, à des images là, rebutantes de poumons, de langue, de dentition ravagées par le tabagisme. Vous ciblez dans cette campagne-là les risques d'AVC. Est-ce que c'est nouveau, ça, dans le portrait? Ça fait vraiment plusieurs années, des dizaines d'années qu'on sait que le tabagisme augmente les risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales, mais c'est peut-être quelque chose qu'on est moins habitué d'entendre. On parle plus souvent des cancers. Donc, cette année, on voulait vraiment aussi miser sur ces maladies-là. D'accord. Madame Claveau, il y a 12,5 % des Québécois qui fument. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils appartiennent à un groupe d'âge particulier, un genre, un groupe social? Mais c'est sûr que les fumeurs, en fait, on a vu dans les dernières années là, des diminutions vraiment chez les jeunes. Les jeunes fument de moins en moins. Puis ça l'augmente avec l'âge. Là. En fait, la grosse proportion des fumeurs se trouve là autour de 24 à 60 ans. Là. C'est là qu'on a la plus grande proportion de fumeurs. OK, assez large quand même. Moi j'ai connu, à l'âge que j'ai connu l'époque où à peu près tout le monde fumait. Donc, les avancées sont quand même considérables. Moi, je vois de moins en moins de fumeurs dans mon entourage. Mais il y a quand même une poche de résistance, là, manifestement. Alors, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui doit se produire pour que la victoire soit totale? Bien, en fait, on a commencé la semaine il y a 48 ans. En fait,
on est allé retourner voir les chiffres dernièrement, puis on disait tout le monde fumait à l'époque, là, mais on était à 44% de fumeurs quand on a commencé la semaine. Donc, on voit vraiment une diminution qui est progressive, en fait, à travers les années, particulièrement là, dans les 20 dernières années où on a comme introduit plus de réglementation autour du tabagisme. On peut plus fumer dans les endroits publics. C'est pas dans les dépanneurs, les épiceries, c'est caché, les produits. Donc, puis il y a tous les services de cessation qui ont été mis de l'avant, puis la prévention. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sûr de continuer à faire ce qu'on fait, de garder les acquis en continuant d'offrir les services, en continuant de faire de la prévention, mais aussi en continuant de restreindre les compagnies de tabac. Par exemple, on pourrait encore diminuer le nombre de lieux où on peut se procurer le tabac. On pourrait encore augmenter les taxes. Là, puis quand il y a une augmentation de taxes, il y en a eu 2 dans la dernière année, mais on a encore du rattrapage à faire sur ça, puis c'est des mesures là, qui sont efficaces pour réduire les taux de tabagisme. D'accord. Vous vous attaquez aussi au vapotage et à la consommation de cannabis chez les jeunes. Quelle est l'ampleur du défi? En fait, le vapotage pour nous là, c'est une préoccupation qui est très importante parce que on avait chez les jeunes, la bataille, elle était presque gagnée. Là, on était autour de 3% de jeunes qui fumaient la cigarette, là, si on parle des jeunes du primaire. Mais malheureusement, avec le vapotage, chez les jeunes de secondaire 4 et 5, là, on est autour de 30% de jeunes qui vapotent régulièrement. Donc, on a créé avec ce produit-là une nouvelle génération de dépendants à la nicotine. D'accord. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web pour s'informer, à propos des efforts de sensibilisation, bien entendu, des services d'aide aussi que vous offrez et aussi des luttes que vous avez menées depuis 1976. Dominique Claveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais ça me fait plaisir. En décembre dernier, la ville de Blainville s'est classée au 6e rang des meilleurs endroits où vivre au Québec, selon Moving Waldo, une entreprise technologique spécialisée dans la planification du déménagement. Les critères d'évaluation de l'entreprise incluent la sécurité, l'accès à de nombreux espaces naturels et une offre de services variés. Blainville se démarque en matière de sécurité parmi les municipalités les plus peuplées du Québec, alors qu'elle affichait un indice de gravité de la criminalité de 34,98 en 2023, alors que la moyenne provinciale se situait à 61,84. Paul Calcé, président du conseil d'administration de Films Laurentides, annonce que l'organisme a pu attirer 37 tournages québécois et étrangers durant l'année 2024. Une trentaine de municipalités ont reçu des équipes de tournage pour des projets comme la série américaine The Last Frontier, le film d'action Mayday, la série Obsession et une publicité. Depuis sa création en 1997, Films Laurentides a contribué à attirer 765 tournages, lesquels ont occasionné des dépenses directes estimées à 135 millions de dollars. On va maintenant regarder la programmation du Théâtre Gilles Vigneault avec son agente de programmation principale, Maude Loca, qui nous rejoint encore cette année. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Alors, on va se promener sur 3 plateaux différents, à commencer par la mezzanine du Théâtre Gilles Vigneault, où on va recevoir l'humoriste Pierre-Bruno Rivard. Exactement. Donc, il va venir nous voir le 5 février à 19h30. La mezzanine, en fait, là, c'est au 2e étage du théâtre, puis c'est un espace qui est très intime, 125 places. Donc, c'est vraiment l'occasion de venir découvrir cet humoriste-là qui a joué près de 2500 spectacles à travers le Québec, mais aussi le Canada et l'Europe. Il a également remporté 3 Olivier comme auteur. Et il a joué dans diverses émissions à la télévision comme Contre-offre et Entrée principale. Puis il a également assuré les premières parties de Laurent Paquin, d'Olivier Martineau et de Mathieu Cyr. Une feuille de route qui ment pas. Salle Anthony Lessard, maintenant, 6 février, un duo de pianistes. Exactement. Donc, le duo Fortin-Poirier avec 2 pianistes exceptionnels. Amélie Fortin, qu'on peut voir entre autres avec Pierre Lapointe, et Marie-Christine Poirier. Donc, elles viennent nous présenter un concert de piano à 4 mains. Donc, les 2 pianistes sur le même piano. C'est vraiment des professionnels de ce type de concert-là. Et elles viennent nous présenter le concert Nuit Blanche qui explore en fait le thème de la nuit sous toutes ses déclinaisons, donc le doute, l'angoisse, la passion, la fête, l'amour, le rêve, avec des compositeurs autant classiques
que moderne. D'accord. Marina Krut, maintenant, le 7 février. Exactement. Donc ça, c'est un spectacle international. Je le mentionne parce que c'est vraiment une occasion unique de venir voir cette artiste ukrainienne qui est en fait une chanteuse et virtuose de l'instrument ukrainien, la bandoura, qui est un instrument traditionnel qui peut ressembler un petit peu entre un mix entre une guitare et une harpe. Donc c'est un instrument avec beaucoup de cordes. Et en fait, c'est une étoile brillante de l'Ukraine. Là, on a pu la voir dans X Factor puis dans The Voice of Ukraine. Donc c'est vraiment une étoile montante de son pays et c'est une artiste extraordinaire. Mais ça, curiosité, là, ça a plus la dimension d'une guitare ou d'une harpe? C'est un peu plus la grosseur d'une guitare, mais c'est très rond et elle le tient en face d'elle quand elle joue. Et vraiment, c'est magnifique. J'ai pu la voir à quelques occasions au Québec, puis c'est... À découvrir, vraiment. On s'en va dans la grande salle maintenant pour une production théâtrale, la pièce Incendie de Wajdi Mouawad. Exactement. Donc, c'est une production du théâtre du CEP avec une mise en scène des sœurs Talbi, donc Elkana et Inès Talbi. C'est une pièce d'abord qui a été créée pour le théâtre en 2003, mais on connaît aussi son adaptation cinématographique de Denis Villeneuve. En fait, c'est l'histoire de jumeaux, Jeanne et Simon, qui se retrouvent chez le notaire suite au décès de leur mère et ils prennent connaissance du testament, puis ils apprennent alors que leur père est toujours vivant et qu'ils ont un frère inconnu. Donc, ils se lancent donc dans cette quête dans leur pays et une terre étrangère et ils découvrent un destin insoupçonné et super tragique de leur mère qui est marqué par la guerre, la haine et la colère, mais aussi le courage de leur mère. Oui, avec Mouawad, ça donne toujours du théâtre très dense, très touffu et surtout très intelligent. On parle d'intelligence, je pense qu'on peut qualifier Mona de Grenoble. Mais là, on s'en va complètement ailleurs. C'est complètement différent, mais c'est brillant. Oui, exactement. Donc, il reste pas beaucoup de billets, quelques places seulement, mais elle sera en supplémentaire à l'automne 25 au Théâtre Gilles Vigneault. Donc, c'est son premier show d'humour, de l'humoriste et drag queen qu'on peut voir vraiment partout en ce moment. Puis c'est vraiment l'occasion de venir découvrir son personnage un peu grivois, de ma tante, flamboyante. Donc, grouillez-vous, il reste vraiment quelques billets. Oui, et puis Fred Pellerin, tout de suite après. Exactement. Donc, Fred Pellerin vont venir nous voir le dimanche 23 février pour 2 représentations dans la même journée à 15h et 19h30. Donc, c'est une supplémentaire de son spectacle La descente aux affaires. Donc, on est habitué de le voir, ce compteur-là, mais c'est la dernière chance de voir ce spectacle. Oui. Future Danse. Oui, on termine donc avec la danse. Future Danse est un plateau double avec des artistes de la relève, dont Simic Komak-Siutiksak et Maïka Giasson. Donc, les deux viennent nous présenter chacun leur projet. Simic vient nous présenter son projet Anxiety, qui est un artiste originaire du Nunavut, et Maïka Giasson, qui vient nous présenter son œuvre multidisciplinaire Dainima, j'espère que je le dis comme il faut, qui est en fait une œuvre pluridisciplinaire entre la danse contemporaine, le défilé de mode et l'art visuel. Donc, ça promet. Encore de très belles propositions. Merci beaucoup, Maud Local. Merci beaucoup. Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, la Société Alzheimer rappelle l'importance des dépistages précoces. La campagne nationale se tient d'ailleurs sous le thème « Plus on le sait tôt, moins il est trop tard ». On va parler de tout ça et de différents aspects de la maladie avec Christelle Cornelis, coordonnatrice clinique et formatrice à la Société Alzheimer Laurentide. Bonsoir, Madame Cornelis. Bonsoir. Bon, ce thème, il est très joliment tourné. Quand on connaît les ravages de la maladie d'Alzheimer, ça peut être porteur d'une certaine dose d'espoir aussi. Alors, faites-nous comprendre l'importance et les bénéfices concrets d'un dépistage précoce. Oui, bien, dans le fond, on va faire un petit état des lieux avant, si vous me le permettez. On sait qu'il va y avoir une augmentation de 145% des troubles neurocognitifs d'ici 2050 au Québec. Oui. Ça, c'est juste pour le Québec, parce qu'il y a certaines autres provinces qui, ça peut être plus. Il y a 750 000 Canadiens qui vivent avec un trouble neurocognitif actuellement, et on parle de plus de 10 000 personnes dans les Laurentides. Donc, c'est sûr que plus on peut intervenir tôt, plus on a des chances de ralentir la maladie. Donc, c'est sûr que le dépistage précoce prend tout son sens. D'accord. Et quels sont les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, les symptômes précoces les plus courants? Mais je dirais qu'avant tout, il faut faire attention que si on était, mettons, on va parler de perte de mémoire. Si on est une personne on a toujours eu des problèmes de mémoire dans sa vie, c'est sûr qu'en vieillissant, on va avoir des troubles de mémoire. Mais c'est pas pour autant qu'on a la maladie d'Alzheimer. Donc, la première chose à retenir, c'est toujours de se comparer à qu'est-ce qu'on était avant. Mais à partir du moment où on a des oublis, oubli d'un rendez-vous, que c'est de manière répétée, qu'on a une perte d'intérêt,
des objets égarés, un changement d'humeur aussi, altération du jugement, par exemple, il fait froid, puis on sort avec un petit manteau, et que c'est de manière répétée et que ça a un impact sur notre vie quotidienne, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Et que ce soit quelque chose de nouveau quand même dans nos habitudes. Oui, tout à fait. Parce qu'on peut avoir présenté ces symptômes-là, entre guillemets, depuis très, très longtemps, sans pour autant s'alarmer. Non, c'est ça. Puis comme je peux vous donner un exemple, quand j'allaitais, j'ai mis ma boîte à couture dans le frigo, mais c'est pas pour autant que j'ai des troubles neurocognitifs, c'est que mon cerveau était préoccupé à autre chose. Ah, voilà. On ne se racontera pas d'histoire. Là. Bon, la maladie d'Alzheimer, ça demeure une pathologie irréversible. Oui. Qu'est-ce que les traitements apportent de plus significatif là, dans le quotidien des personnes atteintes quand le problème est pris tôt? Bien, dans le fond, ce sont des traitements oui et non. J'appelle ça comme une troisième béquille. Donc, ça va aider à ralentir la maladie, mais ça peut augmenter la qualité de vie de la personne aussi. Oui. Donc, ça peut être bénéfique, mais ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier des traitements. D'accord. Quand on se balade sur le site web de la Société Alzheimer Laurentides, on considère que c'est à la fois une mine d'informations, une offre de services de toutes sortes. Dites-moi, tant pour la personne atteinte que son entourage, de quoi on a immédiatement besoin quand on reçoit un diagnostic? De support. De soutien, de compréhension de la maladie. C'est sûr que la personne, dès qu'elle reçoit un diagnostic, elle est en état de choc. Autant que ce soit la personne elle-même que son proche. Nous, on est là pour les accompagner, les soutenir dans toute l'étape de la maladie. Vous vous intéressez beaucoup à la recherche. Oui. Quelles sont les avancées récentes là, qui semblent les plus encourageantes? Bien, dans le fond, on parle beaucoup dans les avancées, dans justement le dépistage de la maladie très tôt. Je sais qu'il va y avoir une conférence aujourd'hui avec le Dr Joubert au niveau de la Fédération des Québécoises des sociétés Alzheimer. Je sais qu'il y a le Consortium canadien de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer qui font beaucoup de recherches et j'ai vu passer une recherche en 2021 du Dr Sylvie Belleville qui parlait d'une suractivation de certaines zones du cerveau qui pourrait être un signe de la maladie. C'est sûr qu'on peut, quand on a un diagnostic, les premiers signes peuvent survenir 5 à 10 ans, voire même 20 ans dans certains cas. D'accord. Bon, depuis le 30 octobre dernier, les personnes atteintes de la maladie ont accès à l'aide médicale à mourir anticipée. Ça a été une question très délicate. Je sais que la Société Alzheimer ne veut pas prendre position là-dedans. On a quand même craint, tant dans la population que dans le monde médical, qu'il y ait une explosion des cas. Ça ne s'est pas produit. Ma question, c'est, est-ce qu'à la Société Alzheimer Laurentides, on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut être guidé, conseillé, accompagné? Oui, tout à fait. Notre mission ici, comme vous l'avez dit, on ne prend pas position, on respecte le choix de la personne parce que ça se peut qu'il y ait des intervenants qui ne soient pas en accord avec le choix, mais on les respecte et on les accompagne, on les soutient. Et quand on a des personnes qui arrivent dans notre bureau en nous disant « je viens d'avoir le diagnostic, je veux de l'aide médicale à mourir », bien, on va les rediriger aussi vers le site de la RAMQ qui explique vraiment les dernières avancées. Christelle Cornelis, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Hier, on parlait des conditions de météo difficiles pour les amateurs de motoneige de la région. Les stations de ski des Laurentides, pour leur part, ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Oui, Claude, les nouvelles technologies d'enneigement permettent aux stations québécoises de faire plus avec peu. Je me suis rendue au sommet Gabriel à Sainte-Adèle pour voir comment le début de la saison s'était déroulé. Je vous présente ce soir mon reportage à ce sujet. Chaque début de saison est différent. Maintenant, depuis 2-3 automnes, on a des automnes quand même assez chauds, des très beaux automnes. Hein? On profite de beaux automnes au Québec présentement, donc ça nous amène des petits défis pour démarrer les saisons. Mais malgré tout, avec tous les investissements que les sommets font depuis de nombreuses années en enneigement fabriqué, on a un bon début de saison. Il a fallu être résilient, évidemment, des redoux, du froid, Mais somme toute, c'est un début de saison. Les équipes ont travaillé très, très fort, ont fait énormément de quantité de neige impressionnante pour offrir un très, très beau domaine skiable. Donc, pour le temps des fêtes, on avait une très belle offre dans l'ensemble de nos stations. Puis l'achalandage est au rendez-vous, malgré la température. Puis bon, en début de saison, on avait un petit peu moins de neige naturelle. Là, récemment, on a de belles petites chutes. Il y a de la belle neige qui s'en vient encore dans les prochains jours. Donc, on est bien enthousiaste. Mais l'achalandage est au rendez-vous. Les gens avaient hâte de skier dans le temps des fêtes. C'était une très belle période des fêtes, bien achalandée. Puis maintenant, les programmes d'école de glisse sont partis depuis quelques jours. Donc, ça amène énormément d'enthousiasme dans nos stations les week-ends. Les sommets, évidemment, c'est
le plus gros regroupement de stations de ski au Québec avec 5 stations de ski nichées ici au cœur des Laurentides. Donc 4 belles stations ici dans les Laurentides avec le sommet Saint-Sauveur, sommet Mornight, sommet Olympia et sommet Gabriel. Et on a notre station en Outaouais, près de la région de Gatineau-Ottawa, avec le sommet Edelweiss. Donc vraiment le plus gros regroupement de ski au Québec avec une offre extrêmement diversifiée, autant en activité hivernale avec le ski, la planche à neige, 2 parcs de glissade sur tube, la montagne russe alpine qui est aussi du côté du sommet Saint-Sauveur et une grande panoplie d'activités estivales aussi dans nos stations. Le sommet Gabriel est une station très, très familiale, donc vraiment une station prisée des jeunes familles le week-end avec une superbe école de glisse, beaucoup d'ambiance, station très accessible aussi, bien évidemment, dans les Basses-Laurentides ici. Et le versant sud est très, très populaire pour ces beaux rayons du soleil aussi pour venir passer des beaux moments en famille. Les saisons ne sont pas plus courtes. Évidemment, les sommets ont toujours été des leaders au niveau des investissements, au niveau de l'enneigement fabriqué. Donc, on investit énormément dans la fabrication de neige, dans cette technologie-là pour être capable de fabriquer de la neige dans des températures plus marginales en début de saison, augmenter notre capacité aussi à couvrir le domaine skiable le plus rapidement possible. Donc oui, on a des températures qui sont un petit peu plus chaudes par moment, mais comme vous savez, les hivers au Québec ont toujours été des hivers différents. C'est bon, présentement, oui, il y a une tendance. On ne peut pas se nier que des changements climatiques. Par contre, dans les années 60-70, des hivers chauds, il y en a déjà eu. Donc, les hivers au Québec, c'est fait de neige. Des fois, c'est de précipitations liquides. Donc, des belles journées ensoleillées, du froid, des redoux. Donc, on est habitué, on est extrêmement résilient. On a des équipements en conséquence. Aujourd'hui, on peut produire de la belle neige à partir de moins 2 degrés. Dans le passé, c'était plus du moins 8, moins 10 degrés. Donc, on est capable vraiment de faire des beaux miracles. Donc, c'est sûr que quand Dame Nature est là pour nous aider avec la neige naturelle, on est bien heureux, mais on est très, très bien équipé pour faire face à ces débuts de saison-là. Par contre, c'est important de justement continuer à investir pour être très résilient, mais l'industrie du ski se dote de beaux moyens pour y arriver. Là. Et il reste encore énormément de ski. Quand on est comme ça à la mi-janvier, on est quand même encore au début de la saison. On rentre dans le cœur de la saison de ski, donc encore plusieurs semaines, plusieurs beaux mois de ski. On est très confiant qu'on va avoir d'excellentes conditions. Écoutez, il y a un très, très bel enthousiasme. Bon, évidemment, il peut y avoir différents cycles pour différentes raisons. Ça peut être l'économie, ça peut être différents facteurs. Je vous dirais qu'il y a eu une très, très belle croissance dans les 10 dernières années au Québec. Donc, on a eu d'excellentes saisons au milieu des années 2010. Évidemment, quand la pandémie est arrivée aussi, il y a eu une belle croissance au niveau du sport. Beaucoup de gens qui sont initiés dans les dernières années au sport de glisse. Donc, le pourcentage de participation de la population au sport de glisse est en hausse. Donc, c'est extrêmement... c'est une très, très bonne nouvelle. Puis, les stations de ski, dont le groupe Les Sommets, travaillent très, très fort dans les dernières années à convertir ces gens-là parce que c'est bien que les gens viennent s'initier, mais on veut faire des skieurs et des planchistes pour la vie, donc leur donner le goût justement de s'accrocher à ce merveilleux sport-là. Donc oui, il y a un très, très bel enthousiasme là, présentement. Voilà, Claude, parallèlement à ça, l'Association des stations de ski du Québec a débuté la phase 2 de sa campagne de sensibilisation Bons skieurs, bons joueurs, qui rappelle les bonnes pratiques et les mesures de sécurité essentielles sur les pistes, par exemple l'importance de ne pas skier avec les facultés affaiblies et aussi de bien respecter la signalisation sur les pistes. Voilà. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Famille unie, communauté forte suit à l'instant. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.